Brume littéraire. Le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 1. Bel Ami, de Guy de Maupassant. Bel Ami, chef-d'œuvre du roman réaliste, est l'œuvre littéraire la plus connue de Guy de Maupassant. Paru en 1885, ce texte décrit avec précision le monde du journalisme et celui de ses acteurs. L'histoire débute un 28 juin à Paris. Georges Duroy, un ancien militaire fauché, rencontre un ancien camarade, Charles Forestier. Celui-ci lui offre un poste dans La Vie française, journal parisien, dans lequel Duroy gagnerait mieux sa vie. Une fois la proposition acceptée, on suit sa formidable ascension sociale. Occupant d'abord un poste mineur, il gravit les échelons en s'aidant de son atout principal, sa beauté. Car oui, Duroy est un bel homme, un charmeur qui plaît et qui sait mettre sa qualité à son profit. Il gradera de plus en plus dans le journal, tout en augmentant son nombre de conquêtes féminines. D'abord Madame de Marelle, puis Madeleine Forestier. Tout cela pour charmer Madame Walter, la femme de son patron, et finir par épouser la fille de celle-ci. Le journaliste s'enrichit, occupe une position journalistique et politique de plus en plus forte, et le roman se clôt sur son mariage. Georges Duroy pense déjà à une autre femme, et fixe la Chambre des députés en se persuadant qu'il y accédera. Pas de chute finale du personnage, pas de justice. On s'arrête sur la réussite d'un homme devenu détestable, et son ascension semble loin de s'arrêter. Pour mieux comprendre ce roman, il est primordial de comprendre la vie de son auteur et son contexte de parution. Guy de Maupassant est né le 5 août 1850, est mort le 6 juillet 1893 à l'âge de 42 ans, suite à une descente dans l'enfer de la folie. C'est un auteur français majeur de la fin du XIXe siècle, qui a écrit une grande partie de son œuvre entre 1880 et 1890. C'est avec Flaubert comme mentor, excusez du peu, que l'écrivain fait ses premiers pas dans le monde littéraire. Après des débuts difficiles, il parviendra à se hisser parmi les grands noms. Mais Maupassant n'était pas qu'écrivain, il était également journaliste, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement pour parler de Bel Ami. Une explication s'impose. La presse, comme on la connaît aujourd'hui, est née en 1836. Les journaux prennent rapidement de plus en plus de pouvoir dans la société. Ils deviennent même une arme efficace dans la vie politique française. Manipulation, messe basse, tous les moyens sont bons pour décrédibiliser un adversaire. L'importance grandissante des journaux a également eu un impact majeur sur la vie littéraire de la fin du XIXe siècle. En effet, en plus d'y présenter les actualités, les faits divers ou encore les échos, on y publiait des romans feuilletons. Les auteurs écrivaient des œuvres divisées en petites parties, publiées régulièrement dans un journal. Les enjeux sont donc multiples. L'écrivain doit non seulement constamment entretenir son lecteur et lui promettre à la fin de chaque partie que la suite sera bonne, ce qu'on appelle plus communément créer du suspense, mais il devait aussi articuler son œuvre sans forcément en savoir le dénouement lors de la publication des premiers épisodes. La publication se faisait au fil de l'écriture et l'auteur se retrouvait donc parfois contraint dans son intrigue par des détails ou des erreurs commises dans l'écriture des premiers chapitres. Certains grands écrivains, comme Balzac, Dumas ou encore Zola, ont utilisé ce moyen de publication pour certaines de leurs œuvres. Avant de plonger profondément dans Bel Ami, il est indispensable de parler du style et du genre de notre roman du jour. En effet, Maupassant est ce qu'on pourrait appeler un réaliste, dans la veine de ce qu'ont pu être Balzac et Flaubert. Le réalisme s'oppose au romantisme prôné par Victor Hugo ou encore Lamartine. Fini les grandes envolées lyriques, les rêves et la justice à tout prix. Les réalistes, eux, ont un style simple, direct, sans artifice. On représente la vie comme on la voit et non comme on la rêve. Il n'est pas rare que l'on parle d'une actualité proche et on ne se gêne pas de divulguer sa propre opinion à travers la voix des personnages. Comme au début du roman, lorsque Forestier et Duroy parlent de l'éventuelle intégration de ce dernier au journal. « Es-tu bachelier ? Non, j'ai échoué 2 fois. Ça ne fait rien, du moment que tu as poussé tes études jusqu'au bout. Si on te parle de Cicéron ou de Tibère, tu sais à peu près ce que c'est ? Oui, à peu près. Bon, personne n'en sait davantage, à l'exception d'une vingtaine d'imbéciles qui ne sont pas fichus de se tirer d'affaire. Ce n'est pas difficile de passer pour fort, va. Le tout est de ne pas se faire pincer en flagrant délit d'ignorance. C'est explicite et critique. Le monde journalistique n'a qu'à bien se tenir car les attaques sont fréquentes et directes. Des personnages qui ont marqué le monde des lettres, il y en a plusieurs. Cervantes à son Don Quichotte, Stendhal dans Le Rouge et le Noir à Julien Sorel. Alexandre Dumas a Le Comte de Monte Cristo dans son roman éponyme.
des noms qui marquent et des personnalités qui nous accompagnent. Maupassant, lui, a Georges Duroy. Personnage grandiose, passionnant et évolutif. Parce que oui, le Parisien n'est pas le même à la fin du roman. Il a évolué, tout comme notre relation avec lui. D'abord attachant, on ne peut pas ignorer à quel point il devient détestable à la fin du texte. Et pourtant, notre sentiment initial demeure. On veut qu'il soit bon, qu'il retourne dans le droit chemin. Le roman ne parvient donc pas à le rendre complètement détestable. Ou peut-être que oui, juste au moment de refermer le livre. Mais le souvenir qu'on en garde, après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, est plus flou que cela. Comment catégoriser ce personnage ? Difficile, impossible à faire. Plus vrai que nature, Georges est un personnage qu'on cerne de moins en moins et qui s'éloigne de nous peu à peu. Un ami à remettre dans le droit chemin ? Si on pouvait essayer, on serait probablement nous aussi manipulés par lui. Mais revenons sur les premières pages du texte. Il y a de ces débuts de roman, ces incipits comme on les appelle, qui révèlent au lecteur tout le projet de l'œuvre. C'est le cas pour Bel-Ami. Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Le premier bruit est celui de l'argent. De qui vient-il ? D'une femme. À qui ? Georges Duroy. Et c'est en somme ce qui se passe pendant l'entièreté du roman. C'est en effet grâce à Madame de Marelle que Georges s'enrichit d'abord. C'est aussi son mariage avec Madeleine Forestier et les informations qu'il reçoit de Madame Walter qui lui permettent de s'enrichir. Duroy commence avec 3 francs 40 en poche pour finir avec plus de 500 000 francs. Et la fin en suspens du roman n'apporte pas de limite à ce gain perpétuel. La seule loi du roman, le profit, peu importe les moyens. L'argent reviendra continuellement, mais le rapport que Georges entretient avec lui est changeant. Au début du texte, alors qu'il est pauvre, l'argent est toujours ramené à ce qu'il permet à Duroy d'acheter. Le nombre de bocs, le nombre de repas, les sorties, les loyers, etc. Plus le roman avance et plus l'argent devient un chiffre, une valeur sans contrepartie réelle. Il faut avoir plus que les autres, et c'est tout ce qui compte. Les besoins, les loyers, les repas, on n'en parle plus, c'est dépassé. La richesse, rien que la richesse. Le reste ne compte plus. On pourrait croire que ce rêve doit s'arrêter, que le plan de Duroy ne peut pas continuer infiniment, et pourtant, ce n'est pas ce roman qui nous donnera ce dénouement. Ou peut-être que si, mais c'est pas à la fin du texte qu'il est à trouver. Il y a en effet un passage notable au milieu de l'œuvre, un de ces moments de lecture qui font poser le roman au lecteur et l'interroge. Que fait ce passage dans cette œuvre ? C'est après un souper chez son patron que Duroy rentre chez lui accompagné de Norbert de Varenne, le vieux poète du journal. Duroy, en pleine ascension sociale et pécuniaire, s'entend prêcher des leçons. La vie est une côte. Tant qu'on monte, on regarde le sommet et on se sent heureux. Mais lorsqu'on arrive en haut, on aperçoit tout d'un coup la descente et la fin, qui est la mort. Ça va lentement quand on monte, mais ça va vite quand on descend. À votre âge, on est joyeux, on espère tant de choses qui n'arrivent jamais d'ailleurs. Au mien, on n'attend plus rien, que la mort. Ce passage fort, en plus de parler de la vie et de la mort, remet en perspective l'entièreté de l'ascension sociale de Duroy. Forestier, ayant vécu cette même ascension, a fini par mourir presque seul, sans obtenir de l'aide par sa fortune ou par sa position. Duroy, à la fin du roman, n'en est pas là. Mais qu'est-ce qu'il attend ? Une ascension sans fin, comme le laisse entendre l'inertie du roman, les rêves du personnage et, peut-être, des exemples bien réels de la vie politique et journalistique de la fin du XIXe siècle. Ou plutôt, une fin tragique, comme le prédit Norbert de Varenne. Aucune des deux solutions n'est clairement donnée, alors que les deux sont sous-entendus. Et c'est là le génie de Maupassant. Il laisse à son lecteur le choix d'imaginer la suite de son histoire. La fin en suspens le force à s'interroger et à se faire sa propre opinion. Il se retourne sur le roman, part chercher des indices. Une fois le roman posé, il y réfléchit encore. Son opinion évolue au fil du temps. Le roman se trouble peu à peu dans la brume de sa mémoire, mais le message, lui, reste intact. Et c'est ça, un grand livre, une œuvre dans laquelle l'auteur ne nous a pas tout donné, où le doute perdure, évolue, et dans laquelle chaque lecture nous amène son nouveau lot d'interrogations et de réflexions. Merci d'avoir écouté Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.